Je suis Francis Tison, un professeur honoraire depuis déjà presque une dizaine d'années, mais toujours en activité pour aider des étudiants qui préparent le diplôme d'expertise comptable. Avant de vous rencontrer, j'avais déjà eu une séance avec un certain nombre d'auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me ressourcer à travers l'épreuve d'économie de l'épreuve du bac ES. L'épreuve d'économie du bac ES a un coefficient de 7, ce qui justifie son importance et aussi la mise en place d'une certaine stratégie pour réussir. Pour réussir, en effet, quelle que soit l'épreuve, il faut être organisé. Et comment est-on organisé? On est organisé en ayant déjà avec soi plusieurs instruments pour que le jour de l'examen, nous soyons totalement en forme, c'est-à-dire d'avoir une règle, d'avoir un crayon de bois, d'avoir un correcteur, d'avoir un stabilo-boss, d'avoir une montre pour bien régler l'horaire de travail. Vous avez 4 heures, encore faut-il bien être organisé. Au niveau de votre préparation, il y a des outils qui sont fondamentaux. Le premier outil qui est fondamental, c'est d'ouvrir le site Google Alert. Je répète, ce n'est pas Google. Vous mettez Google et dans Google, vous mettez Alerte Google, Alerte. Vous allez avoir un site dans lequel vous allez avoir un site dans lequel on va vous demander quelles sont vos alertes. Eh bien, pour préparer mon bac ES, je regarde les grands titres de mon programme et je fais des alertes par grand titre et je mets mon adresse courriel en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va travailler pour moi et qui va rechercher les thèmes et les actualités les plus récentes sur chaque thème de mon programme. Je vais recevoir tous les jours des courriels que je vais trier le matin, le soir, et je vais en éliminer certains parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, d'autres, je vais les reprendre et je vais faire sur mon bureau, économie. Je fais un gros dossier sur mon bureau économie. Et je mets première partie du programme, un sous-dossier, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, etc. À travers les courriels que je vais recevoir, je vais ranger les courriels dans les parties correspondantes. Grâce à ce travail de préparation, je vais obtenir un certain nombre d'informations relativement importantes qui vont me permettre, en dehors des cours de mes professeurs, de faire ce que j'appelle des fiches de préparation. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'avais acheté des fiches Bristol et je faisais des fiches Bristol par grand thème de mon programme, que ce soit en histoire, en philo, ou etc. Et je faisais des petits thèmes que je lisais tous les jours. Et je prenais des couleurs différentes pour la philo, des couleurs différentes pour l'économie, différentes pour la géographie, j'en passe, et des meilleures. Grâce à tous ces fiches, j'arrivais à dominer totalement mon programme et avoir aucune lacune. Car n'oublions pas, ce qu'on demande à un examen, c'est pas de faire du remplissage. Vous n'êtes pas noté par rapport à un nombre de pages. Vous êtes noté par rapport à l'essentiel de ce que vous dites. Et faire 15 pages le jour d'une dissertation économique, c'est ridicule et pénalisant. Le professeur veut avoir l'essentiel de ce que vous avez à dire. On verra tout à l'heure les modalités de l'épreuve. Ce travail par les sites Google Alert et pour mes candidats qui préparent l'expertise ou qui ont préparé d'autres examens ont toujours été depuis quelques années un moyen extraordinaire d'être totalement au courant et d'avoir quelqu'un, je répète, qui cherche pour nous. Deuxième petit conseil, vous avez sur votre ordinateur le dossier ou le logiciel bloc-notes. Vous connaissez le bloc-notes? Je vous pose une question. Vous connaissez bloc-notes? Non. Ben, vous mettez sur votre ordinateur recherche bloc-notes.
Faites-le sur votre ordinateur. Vous avez un ordi, les filles, là, sous vous? Mettez rechercher bloc-notes. Papy, en fait, les filles, elles n'ont pas d'ordinateur avec elles, là. Ah, c'est pas Je peux grave. aller le chercher. Hein. Elles vont écouter puisque c'est en vidéo. Vous mettez bloc-notes. Et quand vous avez bloc-notes, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le mettez sur votre bureau également. Sur votre bureau. Alors, grâce à bloc-notes, c'est quoi? Ben, vous avez trouvé un article sur une revue en lisant, vous avez trouvé un article. Pour éviter, alors vous allez copier l'article, mais pour éviter d'avoir des fioritures partout, vous prenez l'article et vous le copiez dans bloc-notes. En le copiant dans bloc-notes, toutes les photos vont disparaître de l'article. Mais vous allez pouvoir organiser l'article parce que dans bloc-notes, tous les éléments, je dirais, de la revue vont disparaître et vous allez avoir un texte sur bloc-notes. Ce texte, vous allez pouvoir l'organiser à votre manière. Et ce texte de bloc-notes, vous allez le copier et vous allez le remettre dans Word. Et puis dans Word, vous allez avoir un beau texte. Et ça, c'est formidable pour pouvoir enregistrer des articles, faire un travail à la maison qui va être organisé d'une manière qui va éviter comme on appelle, cette infraction que l'on voit beaucoup, hein, des gens qui copient des articles d'autres personnes. Ça s'appelle comment? Le plagiat. Le plagiat. Donc, grâce à bloc-notes, vous avez déjà un moyen d'éviter, en passant par bloc-notes, le plagiat direct. Troisième remarque, pardon. Vous allez chercher, pour ceux qui ont l'ordinateur, vous allez chercher comme site le dictionnaire des synonymes. Le dictionnaire des synonymes en France. Voilà, Léo, le dictionnaire des synonymes en France. Ouais. Le dictionnaire des synonymes, et vous allez le mettre sur votre bureau également. Ben, grâce à ça, ça veut dire quoi? Bien, grâce à ça, vous allez avoir tous les synonymes qui apparaissent en France, et quelquefois, vous êtes à la maison, vous êtes en pétard pour faire une dissertation, et vous avez trouvé un article qui vous paraît intéressant, mais votre professeur, qui a le logiciel, bien sûr, pour contester tout ce que vous faites comme plagiat, il peut savoir que vous avez fait un plagiat. Mais si vous changez plusieurs mots par des synonymes, on ne peut pas trouver le plagiat. Donc c'est un travail aussi qui vous permet de vous renforcer au niveau de votre culture française, au niveau des synonymes, mais qui vous permet de lutter contre le plagiat. Ça, c'est les remarques d'ordre général. Je les répète. D'abord, ouvrir Alerte Google pour tout le monde, de copier dans Alerte Google toutes les parties du programme économie et sociologie pour que quelqu'un cherche à notre place et nous envoie des infos qu'on va ranger dans les différentes parties du programme. Deuxièmement, bloc-notes. Et troisièmement, dictionnaire synonyme. Mais ce n'est pas suffisant. Sur votre bureau, pour vous aider à gagner, il faut faire un dossier économie à l'intérieur et sociologie. À l'intérieur, vous mettez les parties du programme en sous-dossier et toutes les recherches que vous allez recevoir par Alerte Google, vous les mettez dans les différentes parties du programme. Voilà. Ça, c'est les modalités fondamentales au départ pour préparer toute épreuve. Ce que je viens de dire pour Alerte Google, l'économie, vous pouvez le faire pour les mathématiques, vous pouvez le faire pour l'histoire, vous pouvez le faire pour tout le monde. Est-ce que certains connaissaient vraiment ce principe? Mais papy, en fait, ce principe d'alerte Google, est-ce que vous connaissiez? Non, mais c'est quoi en fait? Ça sert à quoi? Ben, ça sert à rechercher toutes les informations nécessaires à mieux dominer ton programme. Tu peux mettre comme recherche, par exemple, comment faire une dissertation sur le thème, je ne sais pas, mais on va le voir après. Vous avez toutes les recherches possibles. Et alors, vous n'avez pas les réponses tout de suite. Vous allez avoir les réponses dans une journée, dans 2 jours, même dans 4 jours, dans 40 minutes. Mais c'est des gens. C'est les alertes de Google qui vous permettent de rechercher, de faire rechercher par quelqu'un d'autre votre réflexion que vous devez affiner sur un sujet qui vous a été demandé. Maintenant, nous allons regarder ensemble le programme de votre économie et voir ensemble les grandes parties de votre programme et bien réviser. On va travailler aujourd'hui
la présentation générale du programme, je vais vous mettre en face de choses très importantes. Alors, le premier problème important que j'ai mis en évidence, c'est le problème de la méthodologie, en particulier de l'épreuve, et en particulier les questions importantes, mais surtout les commentaires de certains sujets. Alors, essayons d'être clairs, l'épreuve d'économie. Quand on dit économie, on pense à beaucoup de choses. Quand on dit est-ce que tu fais des économies, est-ce que tu fais un certain nombre de choses? Eh bien, il est évident que le mot économie a un sens dans votre tête avec l'argent, a un sens avec un certain nombre de choses. Eh bien, l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est étudier l'ensemble des activités qui permettent au peuple que nous sommes de vivre. Et grâce à ces systèmes économiques, nous découvrons quoi? Nous allons découvrir plusieurs choses fondamentales qui sont à l'image même de notre réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons parler de tous les thèmes de notre programme. Il est évident que si vous pensez à la préhistoire, il y a eu ce que j'appelle l'activité. L'activité, ça a été ce qu'on appelle la production. Quand on parle de production, on parle d'industrie. Mais il y a aussi la production de services. Il y a les services intellectuels, il y a les services de réparation. Et j'en passe et des meilleurs. Une fois que la notion de production et d'activité, il y a aussi ensuite la notion de partage. Le partage entre toute cette activité et donc on fait intervenir le facteur humain. Mais qui dit partage dit qu'il faut améliorer les connaissances, améliorer donc le savoir. Eh bien ça, c'est l'exemple de tous les éléments qui vont parler de croissance, qui vont parler d'expansion, qui vont parler de travail. Donc on arrive à définir au fur et à mesure, à travers les bases mêmes de l'économie, on arrive à définir toutes les grandes parties de notre programme. Ensuite, le monde s'est divisé en pays avec toutes ces caractéristiques, toutes ces chances naturelles. Il y a des pays qui sont pleins de pétrole, il y en a qui n'ont pas. Et ces pays étant chacun dans leur coin, à un moment donné, on ne va pas revenir à la préhistoire, il a fallu développer des échanges. Et c'est là qu'on voit intervenir le problème du commerce international. Si vous regardez l'histoire qu'on vous a appris, on voit l'histoire des commerces qui se sont développés avec des pays qui étaient relativement prioritaires à l'époque. On parle de Rome, on parle de la Turquie, on parle de beaucoup de pays proches de Chine qui ont eu un rôle important. Et aujourd'hui, on parle de système international, on parle de libre-échange, on parle de protectionnisme. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'au fur et à mesure de notre histoire, il y a eu quand même un certain nombre de bouleversements. Et il y a eu ce que j'appelle un certain nombre de réflexions qui ont bousculé les habitudes. Et ça, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, après je vais revenir sur votre programme. Nous sommes aujourd'hui dans une époque exceptionnelle. Je suis beaucoup plus âgé que vous, j'ai jamais connu ça. Mes parents ont connu la guerre, ils nous ont raconté comment ça se faisait. Ma belle-mère, par exemple, allait chercher du pain, elle mettait 30 km à vélo pour aller chercher du pain en Belgique. Aujourd'hui, on fait la queue devant le boulanger. Alors moi, je vais vous poser une question qui peut être posée au bac ES en 2020. Quelles sont les conséquences de la crise du coronavirus sur l'économie et l'activité économique en France? Voilà un sujet qui peut être posé. Et derrière ce sujet, nous allons découvrir la technique pour savoir rechercher le meilleur moyen de faire une dissertation. Je vous rappelle que votre épreuve, elle est basée sur des choses simples. Vous savez comme moi que les choses simples pour n'importe quelle dissertation, c'est la problématique. La problématique, c'est une question. Elle finit toujours par un point d'interrogation. C'est définir la problématique du sujet. Alors, quelquefois, malheureusement,
Il y a des candidats dans n'importe quelle épreuve, histoire, géographie, ou n'importe quelle épreuve, que ce soit au bac ou à l'agrégation, c'est exactement pareil. Moi, j'ai passé l'agrégation en économie, j'avais aussi un sujet comme vous. Hein, hein. Exemple de sujet, comment lier la morale que j'ai eue à l'agrégation d'économie, écoutez bien le sujet, comment lier la morale et l'efficacité économique. C'est un sujet qui mérite réflexion de votre part, mais je répète, il faut définir la problématique. La problématique, si vous tapez à côté de la problématique, vous êtes hors sujet et vous vous ramassez un 1 ou un 2 en dissertation, économique, juridique ou n'importe laquelle. Problématique à bien définir. Deuxième chose importante, c'est les mots-clés. Les mots-clés. Les mots-clés, les mots-clés qui doivent vous permettre d'aller vers la partie du programme. Le mot-clé, le mot-clé, le mot-clé, c'est fondamental. Et quand on est, par exemple, en composition de 4 heures, il y a plusieurs petites remarques à faire avant de parcourir le programme. Il faut que vous compreniez que le brouillon est nécessaire. Le brouillon est nécessaire pourquoi? Pour d'abord bien mettre votre problématique sur le brouillon et bien mettre les mots-clés qui vous apparaissent derrière la problématique. Et ensuite, de noter tout ce qui vous passe par la tête sur la première feuille de brouillon à travers les mots-clés. Et ensuite, il y a des choses que vous devez faire absolument au brouillon, parce qu'elles sont prioritaires pour le correcteur que j'ai été longtemps et que je suis encore. C'est l'introduction. L'introduction doit être rédigée au brouillon, car c'est la première avec laquelle vous entrez avec le correcteur. Il faut que le brouillon comprenne l'introduction. Vous avez 4 heures. Il faut bien répartir votre temps. L'introduction se fait au brouillon. Une fois qu'elle est bien faite, vous attendez quand même pour bien la mettre sur pour la recopier. Mais une fois que vous avez fait votre introduction, vous devez dans l'introduction annoncer le plan de votre dissertation sur laquelle on reviendra. Annoncer le plan. Ça, c'est hyper important. Ensuite, à travers les différentes parties que vous allez rédiger directement, si l'introduction est au brouillon, d'accord, la première partie que vous avez fait de votre travail de dissertation sera rédigée directement sur la coupe. Et en conséquence, vous devez être très précautionneuse ou précautionneux pour écrire correctement. Et je répète, une dissertation économique de 4 heures, au minimum, c'est 4 pages, mais dans la règle générale, c'est 6 pages. 6 pages numérotées avec des parties équilibrées au niveau du volume. Et aussi, au brouillon, bien réfléchir à la transition. La transition, on l'a fait au brouillon, entre la première et la deuxième partie. Ça, c'est hyper important de bien réfléchir pour faire une belle transition. Et il y a, ensuite, vous avez souvent les plans de dissertation, c'est 2 ou 3 parties. Vous avez les plans classiques, thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est pas bon pour tous les sujets. Mais 3 parties, personnellement, c'est ce que je préfère. Et il y a aussi à travailler sur votre brouillon, à faire sur votre brouillon, en regardant bien votre montre, c'est la conclusion. La conclusion a 2 rôles. Elle doit rappeler les points importants de votre développement. Mais elle doit toujours une conclusion. Avoir un pas vers le futur. Elle doit ouvrir même une discussion vers le futur. Hein? Ça, c'est hyper... Je vous montrerai comment on fait une conclusion au fur et à mesure de nos rencontres, si vous avez envie de me retrouver. Si vous n'avez pas envie de me retrouver,
Notre première rencontre s'arrêtera aujourd'hui. Alors, je continue maintenant à vous exposer la partie de votre programme. Alors, vous avez eu les uns et les autres plusieurs choses importantes que je vais commenter. Je vous ai envoyé plusieurs dossiers que Chad et Léo peut-être pu vous envoyer. C'est sur les commentaires sur certains sujets. Je vous rappelle que ces commentaires ne sont que l'illustration de certains correcteurs qui illustrent leurs commentaires sur certains sujets. Mais nous allons nous orienter vers le dossier qui s'appelle les questions incontournables. C'est les questions, je rappelle le thème de ce que je vous ai envoyé, c'est les questions importantes au bac ES. Alors, on va découvrir ce travail qui va nous permettre de réviser l'ensemble du programme. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer le mot croissance. La croissance, quand on dit encore à travers des gens comme vous, il est en pleine croissance, ça veut dire quelle est la différence entre la croissance et l'expansion? La croissance, je vais le faire pour aller plus vite, la croissance a toujours un caractère quantitatif. L'expansion a un caractère qualitatif. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards ou 7 milliards d'individus. Dans peu de temps, nous allons aborder, et vous savez que la possibilité maximale sur notre planète, d'après les chercheurs, c'est 11 milliards d'individus. Au-delà, ça risque d'exploser. Donc on parle, premier thème de votre travail pour l'économie générale, c'est la croissance. On vous dit qu'il faut développer la croissance parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont privées d'activité. Donc en faisant le développement de la croissance, on va essayer de développer des activités pour tout le monde. Mais il y a aussi le phénomène de la croissance, et vous savez comme moi que beaucoup de chercheurs ont écrit beaucoup de choses. Et vous, en tant que candidat au bac ES, vous devez pouvoir savoir, connaître les principaux auteurs économistes qui ont travaillé sur les thèmes qui font votre matière principale aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui sont très importants à connaître. Vous avez Ricardo, vous avez Ken, vous avez Samuelson, vous avez Knight. Mais l'un des plus importants aujourd'hui dans ceux que je viens de citer, c'est Ken, qui indirectement est le plus proche de nous dans beaucoup de domaines, puisqu'il était du XXe siècle. Et on a appris, bien sûr, le travail de Ken qui valorisait l'intervention de l'État, qui disait que l'État, c'était l'État-providence. Et aujourd'hui, à travers ce qu'on nous vivons, que fait le gouvernement français? Il joue le rôle de Ken. Il essaye d'aider au maximum toutes les activités. Il essaye d'aider les entreprises. Il essaye d'aider tout le monde. Il a sorti des milliards. Mais ces milliards, on le verra après, il va falloir bien sûr les rembourser. Parce qu'on ne crée pas des milliards en appuyant sur la planche à billets. Faire des billets, c'est pas difficile. On appuie sur une planche. Mais créer de la monnaie, qui est notre instrument de transaction, ça découle de phénomènes qui sont réels. C'est-à-dire, on crée de la monnaie par rapport à trois choses. Je vous le répète. Par rapport au stock d'or que nous avons sur la planète. Deuxièmement, par rapport aux créances que l'on a sur l'économie, c'est-à-dire les dettes et les emprunts que font vos parents et moi-même, vous-même. Et puis, les créances sur l'État, c'est-à-dire tous les États, comme l'État français actuellement, créent des besoins. Et ces besoins, il va falloir les rembourser. Donc, on ne crée pas de la monnaie sans contrepartie.
il faut une contrepartie qui permet de vérifier la qualité de la monnaie. Parce que la monnaie repose, le mot fiduciaire, la monnaie repose sur la confiance. Et on peut avoir de la confiance en la monnaie que si elle s'appuie sur des réalités. Donc la monnaie, on en reparlera ultérieurement. Mais la croissance, c'est la base de tout. Vous savez que, par exemple, en France, il nous faut, pour 1% de croissance, c'est 150 000 emplois en plus. Vous imaginez combien il faut de croissance en plus pour arriver à faire vivre, travailler les 3 millions de demandeurs d'emploi en France. Il faudrait, vous voyez, arriver à 20% de croissance pour donner du travail à tout le monde. Mais faut-il que tous ceux qui sont sans emploi correspondent aux qualifications que l'on demande. Il y a des gens qui sont sans emploi et sans qualification. Donc, c'est des gens qui sont malheureusement à la marge. Et malheureusement, dans tout pays, quel que soit l'endroit, on ne peut pas arriver à donner du travail à tout le monde. On considère qu'on est en plein emploi quand on a 5% de demandeurs d'emploi. Donc l'Allemagne est presque arrivée à ce niveau-là. Mais l'Allemagne, pour lutter contre le chômage, a développé des choses que la France ne veut pas. C'est des contrats de courte durée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent 10 heures par semaine, qui travaillent 20 heures par semaine. Il y en a en France, mais ce n'est pas généralisé. Et ils sont enlevés des statistiques des demandeurs d'emploi. Donc vous imaginez qu'en Allemagne, on dit on a moins de demandeurs d'emploi, mais on a beaucoup plus de contrats courts, ce qui fait qu'on diminue le nombre de demandeurs. Mais il y a des gens qui disent moi je ne suis pas en chômage, mais ils travaillent 10 heures par semaine. Vous croyez qu'ils peuvent vivre avec ça? Mais non. Donc il y a beaucoup de personnes en difficulté en Allemagne qu'on ne cite pas. Bon, je ne vais pas faire le procès de l'Allemagne, j'ai trop de respect pour l'ensemble des gens. Mais le mot croissance est très important. Retenez l'aspect quantitatif. Ça veut dire que si on a fabriqué 100 000 vélos en 2019 et qu'on en fabrique 110 000 en 2020, on dit la croissance des vélos a augmenté de 10%. Voilà ce que ça veut dire le mot croissance. Tandis que l'expansion d'un pays, c'est un aspect qualitatif. Si on dit tous les Français aujourd'hui, ils ont un niveau bac, alors qu'avant ils avaient un niveau brevet, ben on peut dire que la France est en expansion sur le plan de la qualité des savoirs de ses habitants. Ne l'oublions pas, ça c'est hyper important. Donc aujourd'hui, l'économie est basée, premier thème important, c'est la croissance. Deuxième thème qui a été évoqué dans votre programme, sur lequel on reviendra au fur et à mesure, c'est le fondement de l'instabilité de la croissance. Oui, regardez un petit peu la figure du monde aujourd'hui. La Chine a aujourd'hui 1,5 milliard d'individus, ce qui représente presque le quart de la population mondiale. Elle a un taux de croissance qui fait frémir tout le monde. Pendant plusieurs années, elle avait des taux de croissance entre 8 et 10%, alors que nous, on avait difficilement des taux de croissance relativement autour de 1 à 2%. Aujourd'hui, depuis bien sûr les problèmes que nous connaissons tous, a forcément fermé ses usines de manière autoritaire. Et c'est là où vous voyez les principes politiques. Le communisme qui est présent, bien sûr, en Chine, a permis l'aspect collectif des décisions et le respect de toutes les décisions, de n'avoir aucune manifestation, aucun désordre, mais on a tout fermé et les Chinois ont respecté scrupuleusement, sans aucune défaillance, les décisions du Parti communiste. Regardez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. On parle de confinement, mais regardez la réaction de certains marginaux qui se promènent, qui continuent de braver toutes les recommandations. Voilà un système communiste d'un côté, dont je ne fais pas l'apologie, mais je répète qu'il y a une rigueur communiste. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez
ce qui se passe en France, ce n'est pas pareil. Donc on voit que le système politique, la sociologie que nous avons à étudier dans le comportement des personnes est différente, cette sociologie, et amène des conséquences économiques différentes. Aujourd'hui, on met la Chine en exemple en disant le coronavirus a complètement disparu parce que les gens, une grande partie des gens ont eu la maladie, ils sont immunisés. Étant immunisés, ils peuvent rencontrer d'autres personnes qui indirectement vont être immunisées. C'est le principe du multiplicateur. Et la Chine rouvre encore aujourd'hui toutes ces industries. Elle va nous redonner un certain nombre de choses. Mais la croissance est différente parce qu'elle a été paralysée par qui, par quoi? Elle a été paralysée par des politiques, je dirais, économiques, par des politiques monétaires qui ont bouleversé la croissance. Et ça a été révélé. On rappelle qu'il y a eu presque 2 siècles de crise dans notre histoire économique. On a eu la grande crise de 29 qui a bouleversé, soi-disant que la crise de 29, c'était à l'image beaucoup plus délicate, parce que nous, aujourd'hui, on a encore faim, on a encore à manger, mais en 29, tout était fermé, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'était la catastrophe. Et donc, parce que le système économique était complètement arrêté, il n'y avait plus d'échange, plus rien. Aujourd'hui, prions, aujourd'hui, on a encore la possibilité de se nourrir, normalement. On a des congélateurs qu'on n'avait pas forcément en 1929. Aujourd'hui, pourquoi les Français, regardez le comportement, on n'a jamais vendu autant de congélateurs, ça c'est l'aspect sociologique, on n'a jamais vendu tant de congélateurs depuis le 9 février. Les fabrications de congélateurs sont impressionnantes. Tout ça repose sur la sociologie des gens. Et ça, vous devez en tenir compte dans votre réflexion. Donc, comment expliquer l'instabilité de la croissance? C'est un grand thème. C'est les politiques monétaires. Regardez, nous avons connu de grands soubresauts monétaires. Vous avez connu presque la plupart d'entre vous que l'euro. Mais nous, avant l'euro, il y avait le franc et il y avait le mark. Il y a toujours la livre sterling, parce que les Anglais sont toujours particuliers. Ils n'ont jamais voulu rentrer les 2 pieds dans l'Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont partis. Mais si Général de Gaulle était encore vivant, il dirait « Vous êtes partis, vous les Anglais, bah, tant mieux, parce qu'on n'a plus besoin de vous. » C'était les propos du Général de Gaulle, même s'il a fait l'appel du 18 juin en Angleterre. Et tout ça pour vous dire que il y avait des instabilités monétaires au moment, c'est pas si vieux que ça, de 1968, au moment de l'arrivée ensuite de M. Mitterrand, président de la République. Il y a eu des dévaluations, il y a eu des dépréciations. Le franc faisait du yo-yo grâce à l'euro. Et c'est ça qu'il faut dire. Grâce à l'euro, on ne parle plus, depuis l'installation de l'euro, on ne parle plus de problème de dévaluation. On ne parle plus de tout ça. Il y a une certaine forme de stabilité. Donc, pourquoi il y a eu de l'instabilité de la croissance? Par l'instabilité de la monnaie. Pourquoi il y a eu autre forme d'instabilité? Il y a eu des instabilités politiques. Pour quelle raison? Regardez encore aujourd'hui notre planète. Elle est remplie par un certain nombre de personnes qui sont de véritables dictateurs et qui ont indirectement bouleversé l'ensemble de la planète au niveau des échanges. Et ça aussi, c'est une forme d'instabilité par l'aspect politique. Il y a eu aussi l'instabilité pour des raisons, je dirais, du climat, beaucoup du climat, mais le climat joue un rôle aussi, parce que regardez l'ensemble des glaciers qui fondent, l'ensemble de toutes les grandes catastrophes naturelles qu'on a connues ces dernières années, c'est aussi un élément qui bouleverse la croissance économique. Alors, devant tout cela, votre 3e thème qui est évoqué dans votre programme, et je reviendrai sur chaque thème, c'est le problème du fondement du commerce international et de l'internationalisation de la production, comme est rappelé le texte que je vous ai envoyé. Alors là, comme je vous l'ai dit, la planète a été divisée en pays.
chaque pays a eu un langage, et c'est ça qui est formidable. Il y a une certaine forme de langage qui s'est mis en route, et nous avons 168 à plus même langues différentes. Regardez ce qui se passe en Europe, et on est tous ensemble, et la langue qui est reconnue pour parler ensemble en Europe, c'est l'anglais. Et l'anglais a disparu, va disparaître de la communauté économique. C'est quand même un paradoxe. Mais quand on dit l'Europe, c'est doit être l'union. D'abord, il faut savoir que si c'est l'union, il faudrait parler la même langue. Ça, c'est pas le cas du tout. Hein. Les 26 pays actuellement, encore officiellement, ils parlent tous des langues différentes. Alors à partir de là, pour s'entendre, c'est forcément... C'est pour ça que ça fait le jeu de tous les traducteurs. Quand vous allez voir à la Commission européenne, vous avez énormément de gens avec des appareils qui font la traduction en simultané de tous les intervenants européens de la Commission européenne. Donc, le problème du commerce international, c'est que la Terre n'est pas uniforme. Et il y a des régions, comme je disais tout à l'heure, qui ont du pétrole, des régions qui ont tout un ensemble de bauxite, etc., qui permettent de fabriquer de l'acier, qui permettent de fabriquer énormément de choses, et donc il a fallu ouvrir les frontières. Alors à partir de ce commerce dit international, ça a ouvert plusieurs réflexions. D'abord, le problème de la manière de se payer. Quelle monnaie? Alors c'est pour ça qu'on disait, voici quelque temps encore avant l'euro, qu'il y avait des monnaies fortes, c'était le dollar, à un moment donné c'était le mark. Aujourd'hui, le dollar et l'euro ont atteint un niveau de référence mondial. Ça c'est très important. Les deux monnaies fortes sur le territoire mondial, c'est le mark, c'est, avec toutes mes excuses, l'euro et le dollar. Tout ça c'était le premier point. Deuxième point important, c'est le problème du transport. Donc il a fallu mettre en œuvre tout un ensemble de transports. Pendant très longtemps, ça a été les bateaux. Aujourd'hui, on a des avions remorqueurs qui nous permettent pas de tout transporter, mais qui nous permettent de transporter quand même des choses qu'on a du mal à croire, de plusieurs tonnes. Et donc grâce à ces avions, on arrive à transporter. Mais le bateau reste quand même, pour beaucoup, avec ses containers, reste le moyen essentiel. Pourquoi également le commerce international s'est développé? Eh bien, par rapport aux richesses naturelles et par rapport aussi à la différence de monnaie et par rapport aussi au coût social du travail, on a des pays qui ont beaucoup de main-d'œuvre disponible. C'est tout l'Asie qui a beaucoup de main-d'œuvre disponible. C'est pourquoi tous les travaux relatifs aux vêtements, tous les travaux relatifs aux différents éléments nécessaires à une voiture sont fabriqués. Regardez tout ce qui est électronique, vos ordinateurs, vos téléphones, c'est fabriqué en Corée, c'est fabriqué en Chine, parce que le coût de la main-d'œuvre est très bas. Quand vous savez que ça va de 1 à 10 par rapport à la France, hein, il y a certains travaux qui sont effectués en France qui coûtent 10 fois plus cher qu'en Corée ou qu'en Asie ou qu'en Chine. Donc à partir de là, les manufacturiers français, les producteurs français de produits finis commandent leurs pièces dans ces pays-là. Donc le commerce international était indispensable et reste indispensable par rapport à cela. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les masques. Les masques sont fabriqués d'une manière impressionnante en Chine et en Corée. Mais la France a négligé la fabrication de masques. Et aujourd'hui, on crie tous, vive les masques, achetons des masques. Mais on n'a pas les appareils de production. Donc le coronavirus pose un problème. Faut-il toujours, à partir de cette crise, dépendre des autres pays? Faut-il essayer de revenir, comme disent certains partis politiques, à une certaine forme de protectionnisme? Faut-il faire ou faire faire? C'est-à-dire, faut-il être capable de faire en France tout ce qu'on a besoin, avec des coûts plus importants, avec des prix plus importants,
plutôt que des dépens des autres. Ça, c'est un problème important, parce que si on fait faire chez soi, on va payer plus cher, mais on sera peut-être plus serein. Regardez, on aurait tous les masques nécessaires pour nos soignants. Moi, ce que je ne comprends pas, et c'est un gros problème, le ministre de la Santé, 10 ans en arrière, M. Bertrand, qui est actuellement le président de ma région, a dit ce matin sur les chaînes, il y avait 1,2 milliard de masques en 2010. Où sont partis le 1,2 milliard de masques en 2010? J'ai bien dit 1,2 milliard. Vous imaginez ce que ça représente? Ça représente le besoin de plusieurs mois pour toute la France. Et on ne les trouve plus. Il y a quand même un problème. Donc je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais il y a un problème. Je reviens aussi sur l'internationalisation. Alors vous avez vu, il y a eu, bien sûr, l'Organisation mondiale du commerce a mis en place un certain nombre d'accords internationaux. Exemple, l'Europe forme une communauté. Elle est rentrée en contact avec le commerce international, mais voyez-vous, il y a eu des accords qui ont été pris, par exemple, avec le Canada. Le Canada, il a la chance d'avoir des viandes soi-disant de qualité, mais qui ont la possibilité donc d'envahir le marché européen. Et vous avez vu la réaction de nos agriculteurs qui se plaignent de cette ouverture, car eux aussi ils fabriquent, ou ils cultivent, ou ils produisent, ils élèvent du blé, de la viande. Je vous rassure, je ne suis pas pour l'instant positif, même si j'éternue. Je reviens. Donc, voyez-vous, c'est un gros souci pour les agriculteurs. C'est une pédagogie à développer par le politique pour expliquer aux agriculteurs qu'ils ne sont pas lésés. Mais c'est difficile à comprendre. On l'a au salon de l'agriculture. Le patron a été interpellé presque des heures sur ce problème. Donc le problème, c'est de savoir qui fait quoi, sachant qu'il faut protéger les activités de nos ressortissants. Alors, je ne vais pas rentrer dans les partis politiques qui disent qu'il faut fermer les frontières, etc. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour constater, nous, en tant qu'étudiants en économie, qu'il y a des problèmes au niveau de la répartition mondiale des activités. Donc, c'est absolument important d'être bien au parfum des décisions qui ont été prises et qui forment, je dirais, l'ensemble de la réflexion sur l'économie internationale. Alors sur cela, vous avez beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur cette activité internationale. Ken a donné son point de vue. Vous avez aussi Ricardo, qui est les gens les plus importants. Vous avez aussi Bastia, qui est un économiste français qui a développé l'intérêt du commerce international. Donc vous, en tant qu'étudiant avec une grande partie théorique, vous devez faire des recherches sur les grands auteurs et devant chaque auteur, vous mettez par exemple, j'ai remis dans les sites que j'ai mis à la disposition de Jade et Léo, et vous-même à travers Jade, je vous ai mis des sites formidables. Je vous ai mis un site formidable et les 300 sites à connaître sur le plan économique. Alors, je ne vais pas vous demander d'aller visiter les 300 sites, mais vous avez, si vous faites des études supérieures dans l'économie, je vous le souhaite, en économie, une économie et gestion, par exemple, dans vos études supérieures, ou alors vous dirigez vers le métier juridique, des avocats, des conseillers juridiques, vous avez des sites à disposition. Mais vous savez, quand on est étudiant, il y a un gros travail personnel. On n'a pas les mêmes façons d'enseigner en université qu'au lycée.
Vous, au lycée, on vous dicte vos cours. On vous fait première partie, deuxième partie. Non, là, c'est un professeur qui est devant son micro et il parle, il parle. C'est à vous de faire des plans, mais c'est aussi à vous de faire votre propre recherche. Et grâce au site que je vous ai donné, vous avez un travail formidable de rechercher et de nourrir, d'ici les semaines à venir, de nourrir vos ressources pour être très fort le jour de l'examen. Parce que le jour de l'examen ES, quand vous citez des auteurs, avec des éléments qu'ils ont réalisés, vous marquez des points à chaque fois. Encore faut-il que vous citiez des auteurs en corrélation avec le thème proposé le jour de cette épreuve. Je voudrais que vous reteniez qu'il y a une revue par Internet qui coûte pas cher, 1 euro pour le premier mois et 6 euros par mois. Mais pour votre préparation, elle est indispensable. C'est la revue Alternative économique. Sur cette revue Alternative économique, vous mettez Alternative économique et vous vous abonnez pour 1 euro et ensuite 6 euros et vous pouvez arrêter quand vous voulez, vous arrêtez après l'examen, mais vous avez sur ce site-là toutes les questions que vous vous posez. Ils font même un travail, les questions, les dissertations en bac ES, avec les corrigés. Si vous pouvez bosser pendant plusieurs semaines alternatives économiques, je vous parie que vous allez avoir une belle note à votre bac ES. Et regardez, refaire un certain nombre de choses. Je vais continuer encore un petit peu. Ensuite, je répondrai à vos questions. Le troisième thème qui est prévu dans votre programme, j'en ai un petit peu parlé, c'est l'Union européenne dans l'économie globale. Alors, président, comme le rappelle le thème évoqué dans ce schéma, c'est que l'euro a été un atout considérable pour développer la croissance économique. Malheureusement, cette croissance économique a été un bruit derrière et infernal. La radio en même temps. Bon, bref. Vas-y, mais c'est qui regarde des 17 là? En excuse auprès qui m'écoute, mais il y a quelqu'un qui doit être intéressé par la musique. Je le devine, hein, mais je ne vais pas donner son nom. Alors, la monnaie unique a été bouleversée, à la fois la croissance, par 2008. Que s'est-il passé en 2008? Il s'est passé une crise monétaire phénoménale. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les surprimes. Pour quelle raison? Bien, on a fait croire aux gens qu'on pouvait acheter des maisons sans un sou en s'endettant au maximum. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes l'ont cru. Et ont pu, à un moment donné, rentrer dans ce système aux États-Unis. Et ils ont acheté ces maisons sans mettre un centime. Et quelques temps après, ils ont voulu, en 2008, revendre ces maisons qu'ils avaient achetées, par exemple, 500 000 €. Et quand ils ont voulu les revendre, eh bien, ça ne valait plus rien. Donc, tous ces gens qui avaient acheté, ils ont commencé à avoir peur et ça a été un bouleversement complet au niveau de la principale banque des États-Unis qui a apporté une contagion à l'ensemble des banques internationales et qui a expliqué cette crise monétaire. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes devant une crise qui va entraîner
une récession économique impressionnante, qui, à mes yeux, sans vous faire peur, parce que je m'adresse à des apprentis économistes, sera plus douloureuse que 2008. Car tout ce qui a été distribué ou qui sera distribué, il faudra bien le rembourser. Et qui va le rembourser? Eh bien, c'est tous les contribuables français demain et d'après-demain. Et cette récession économique, en 2008, les gens continuaient de travailler pendant l'époque. Mais ici, il y a des gens qui ont cessé totalement leur activité. Et on ne va pas récupérer les marchés. Les pièces de théâtre qui n'ont pas été jouées, les cinémas qui sont fermés, qui n'ont plus de recettes, ils ne vont pas pouvoir rattraper tout à partir du mois de juillet. Donc il va y avoir un manque à gagner qui va appeler le mot récession. Ce n'est pas la déflation. La déflation, c'est une baisse des prix. La récession, c'est une perte d'activité, une perte de croissance. Et vous imaginez, on avait des projets dans la loi de finances 2020 de 1% à 1,5% de croissance. Aujourd'hui, on va avoir moins 3, moins 4% de croissance. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont se retrouver au mois de juillet, au mois de septembre, ne l'oublions pas, sans emploi. Parce que la plupart de ces gens, malheureusement, n'ont pas toujours une qualification suffisante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les compétences. Parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui sont en nombre important, mais qui n'ont pas de compétences et qui ont du mal à rentrer dans le marché du travail. Et tous les tâches subalternes sont remplacées par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de tâches courantes qui sont remplacées par des robots. Et on n'a pas besoin de gens qui n'ont pas de compétences. Plus vous faites des études, moins vous serez, je dirais, chargé par le chômage. C'est pour ça qu'il faut accumuler le maximum de ressources, de connaissances, pour être fort demain. C'est ça le rôle qu'on doit donner à des étudiants comme vous. Emmagasiner le maximum de ressources pour être compétent et être protégé contre le chômage. Mais si vous n'avez pas de compétences, si vous ne voulez pas accumuler des ressources, ben vous serez malheureusement dans le grand chariot des demandeurs d'emploi. C'est pour ça que les bacs ES ont beaucoup plus de chance que d'autres, parce qu'ils ont des connaissances qui s'appliquent à la réalité. Ceux qui font que de la littérature, je respecte la littérature, il faut connaître la littérature. Ceux qui ne pensent qu'à l'histoire, il faut connaître l'histoire. Mais encore faut-il avoir un métier qui demain sera en parallèle ou sera en corrélation avec les besoins économiques. Et c'est vous qui devez mettre en évidence les besoins économiques. Et l'économie, c'est un des éléments fondamentaux de demain. Et vous avez choisi la voie la plus idéale, parce que vous allez pouvoir expliquer, apporter des conseils qui seront valables pour permettre aux gens de vivre mieux sans pour autant avoir plus. Ça, c'est le gros problème. Ça va changer notre mentalité à partir de juillet, parce qu'on va devoir tenter d'en avoir moins et d'essayer de vivre aussi bien. Ça, c'est un dilemme que les économistes vont devoir tenter de régler, parce que n'oubliez pas que l'économie, c'est pas simplement des boîtes de riz, c'est pas simplement des boîtes de conserve, c'est aussi un management, c'est aussi une direction du personnel, c'est aussi une organisation du travail qui va rendre la vie communautaire plus agréable, plus efficace, plus rentable, donc permettre aux gens de vivre malgré une baisse, bien sûr, des biens pendant un certain temps, de vivre en faisant un certain nombre d'économies. Et le mot économie, dans ce sens populaire, va devenir hyper important. Je m'arrête aujourd'hui, comme prévu, pour cette première séance qui m'a permis de réviser un certain nombre de choses. Les autres séances seront basées sur quoi? Sur une dominante du programme, et ensuite, dans les séances à venir, on va prendre des sujets que je vais vous demander de préparer pour la semaine suivante. Nos rendez-vous seront-ils uniquement le samedi de 11 à 12 ou vous préférez les multiplier? Comme vous voulez.
Ben, on voit en fonction, non? Ben, c'est vous qui décidez. Moi, je peux m'organiser, même si j'ai des cours ailleurs. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, le problème est vite Non, réglé. Fatih. Non, Comment? mais oui, c'est bien. Si, C'est bien. c'est très bien. C'est très bien, donc très bien. Donc, on se retrouve samedi prochain à Ok. 11 heures. Alors, je vous demande une première réflexion. Je vous présente la mamie qui veut voir sa petite Si tu me fille. vois, Jade. Tu vois mamie avant, Daniel. Coucou, tu me vois. Ouais, maintenant, je m'approche pas trop de papy. Hein. Tu me vois? Coucou. Ah ouais, je te vois. Bon, ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Bon, ben, Puis bonjour à tout le monde en même temps, hein, parce que moi, je vous vois. Bonjour. Léo, on ne le voit pas. Léo, t'es où, Léo? Moi, j'ai pas mis ma caméra. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, On l'a Léo, il vu. était là au départ. Ok. Allez, gros bisous. Hein. Gros bisous. Allez. Bisous, bisous. Bon, allez, je disais donc, je vous demande pour la semaine prochaine de me préparer le sujet suivant. Quelles seront les conséquences sociologiques et économiques du coronavirus? T'as du mal à le dire, hein, coronavirus. Quelles seront les conséquences sociologiques et économiques du coronavirus? Ça y est, je fais exprès, pour la France. Ça, ouais. Voilà. Et je demanderai à Léo d'être le premier intervenant sur le texte la semaine prochaine. Mais papy, Ouais. Mais je travaille là. on prend juste les informations et après on en Ouais, parle. bah t'attends 2 secondes. On prend un truc. J'ai pas compris là. Tu veux Ce qu'on que prenne je toutes veux, les informations et on en discute en vidéo? tout sera en vidéo. Tout est en vidéo là. Je vais vous la soumettre. Mais normalement, la vidéo arrive sur votre Skype. Elle est sur le Skype, la vidéo. Vous allez la voir directement. Vous allez la voir directement. Donc, vous allez avoir directement la vidéo. Dans la mesure où vous êtes devant moi, vous êtes sûr d'avoir la vidéo. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le sujet que je viens de vous proposer, c'est de définir la problématique et les points et les mots-clés de ce que je viens de vous proposer. Il y a des mots-clés là-dedans. Il y a le mot, bien sûr, du virus, il y a le mot de l'activité économique, il y a le mot de la France. C'est 3 thèmes importants. Ça. Et donc, essayez de faire une première partie, mais réfléchissez à l'aspect sociologique positif dans la manière de vivre que cela peut entraîner dans les mois à venir. Parce qu'on ne pourra pas vivre en juillet comme on vivait en janvier. Ce n'est plus possible. Même si sur le site des vacances, on aura l'impression que tout est oublié, vous verrez que sur le plan économique, tout ne peut pas être oublié. On a cassé l'économie pour l'instant. Pour l'instant, c'est lutter contre le problème de cette guerre sanitaire qu'il faut gagner. Mais on verra ensuite qu'il y aura derrière, et je peux vous le promettre, une véritable guerre économique. Et la guerre économique va laisser sur le carreau un certain nombre de personnes. Et pour ne pas rester sur le carreau, il faut augmenter vos ressources, il faut augmenter vos connaissances et considérer que plus vous avez de connaissances, plus vous êtes vacciné contre le chômage. C'est sur ce que je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, de bien travailler toutes les disciplines en dehors de l'économie, mais de faire des recherches mathématiques, histoire, géographie, sociologie, grâce à Alerte Google, qui va vous permettre de travailler à votre place et de vous trouver les bonnes réponses. Si vous avez un problème en maths qui vous chagrine, vous donnez l'alerte Google. Et il y a certainement beaucoup de choses qui vont vous arriver et qui vont vous permettre. Il y a aussi une chose qui est formidable. Je l'ai vu ce matin. C'est YouTube. YouTube vous donne des séances de dissertation économique sur le plan du bac ES. Vous mettez sur YouTube économie bac ES. Vous allez avoir un certain nombre de vidéos. Vous les enregistrez. Ça dure quelquefois 15 minutes par un professeur. Et ça, c'est formidable aussi d'avoir cette possibilité. Donc, utilisez les moyens modernes
pour que vos ressources restent dans votre cerveau le plus longtemps possible, plus votre cerveau serait chargé. N'oubliez pas qu'un étudiant qui travaille au maximum n'utilise que 10% de son cerveau. Léo n'utilise que 3% de son cerveau. C'est Léo. Ah, donc, vous avez encore de la marge hein, pour remplir votre cerveau, parce que pour l'instant, il y en a beaucoup qui ont le cerveau lent. Donc, il faut avoir un cerveau actif. Et pour avoir un cerveau actif, il faut le nourrir de connaissances. Et inutile de vous dire que la partie droite de votre cerveau, c'est un réservoir extraordinaire qui peut emmagasiner des choses et des choses extraordinaires. Mais pour l'aider, le cerveau, il faut avoir des moyens modernes. Et les moyens modernes, c'est Alerte Google. Et surtout, abonnez-vous, écoutez-moi, à Alternative économique. Vous aurez au moins 14 à l'épreuve d'économie si vous avez Alternative économique. C'est réalisé par des collègues d'économie que je respecte beaucoup. Moi, je suis abonné, je paye. Hein. Je suis abonné, je paye depuis très longtemps. Mais c'est grâce à Alternative économique que je suis toujours au courant de l'actualité. Et tous les mois, ils forment un manuel que vous avez sur numérique, parce que vous pouvez l'acheter aussi en papier, hein, mais ce n'est pas la peine pour faire vos recherches, parce que sur le site Alternative, il y a recherche. Vous pouvez rechercher tous les thèmes qui vous intéressent pour une dissertation. Je vous souhaite à tous, et très heureux de vous avoir rencontré pour la première fois, d'avoir revu mes petits-enfants aussi, pour lesquels je suis privé de les rencontrer et de les embrasser. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne journée, et regardez bien la vidéo sur YouTube. D'accord, et du coup, samedi prochain. Samedi prochain à 11h. À très bientôt. Tous les samedis. À bientôt. Coucou. Merci. Merci.